Good evening, everyone. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Cécilia et je suis la modératrice de cette table ronde. J'ai l'honneur d'être ici pour cet échange intitulé Vues et voix de Palestine. Nous allons parler de la documentation des réalité palestinienne dans la Cisjordanie occupée militairement et dans la bande de Gaza qui est affectée par de multiples guerres. Comment est-ce que les réalisateurs et les reporters présentent leur pays? Comment est-ce qu'ils choisissent leurs mots, leurs images pour présenter leur réalité au reste du monde? Eh bien, aujourd'hui, nous avons des invités extraordinaires qui ont des parcours différents, mais une même vocation et un destin commun, partager et raconter des histoires. Tout d'abord, Mohamed Jabali, le réalisateur de Life is Beautiful. Nous venons de voir votre film. Nous savons donc que vous êtes né et vous avez grandi à Gaza. Vous avez rencontré de nombreux problèmes en Norvège en raison de la non-reconnaissance de la Palestine, qui est une réalité dans de nombreux pays étrangers. Vous continuez votre carrière de réalisateur en Norvège après avoir gagné de nombreux prix à l'étranger. Farah Nabulsi, vous êtes palestinienne et britannique. Vous êtes défenseuse des droits humains, réalisatrice. Vous avez été nommée aux Oscars et reçu un BAFTA pour votre court-métrage The Present en 2020. Vous êtes née, vous avez grandi à Londres, de parents palestiniens qui ont fui la Cisjordanie après l'occupation militaire israélienne de 67. Vous avez travaillé dans le domaine de la finance avant de vous mettre au cinéma en 2016. Votre premier film, The Teacher, a été présenté pour la première fois en septembre 2023. C'est un drame humain dans un cadre politique, une fiction qui s'inspire de milliers d'histoires réelles qui nous parlent d'injustice et d'inéquité. Je vous encourage vivement à prendre vos billets pour le 16 mars, car la première de demain est déjà comble. Tous les billets ont été vendus, donc n'hésitez pas à prendre vos billets pour la séance suivante au plus tôt. Merci Farah d'être avec nous aujourd'hui. Motaz Azaïza, comme Mohamed, vous êtes né, vous avez grandi à Gaza. Vous vouliez devenir photographe pour montrer la beauté de Gaza au monde, mais à la place, vous êtes devenu un des principaux témoins des horreurs qui ont frappé Gaza après la riposte militaire israélienne après les attaques du 7 octobre. À présent, vous avez près de 20 millions de followers sur Instagram. C'est énorme. Aucun autre journaliste dans le monde n'a autant d'influence sur les réseaux sociaux. Le magazine GQ Middle East vous a nommé homme de l'année et une de vos photos qui montrait une petite fille coincée dans des gravats après une frappe aérienne israélienne a été nommée dans le top 10 des photos de 2023 par Time Magazine. Vous avez quitté Gaza il y a 6 semaines pour aller à Doha et c'est la première fois que vous quittez Gaza. C'est la première fois que vous êtes en Europe. Une très chaleureuse bienvenue ici à Genève. Commençons notre discussion avec vous, Mohamed, parce que nous venons de voir votre film. C'est votre troisième documentaire, un documentaire qui a été projeté pour la première fois en novembre 2023. Comment avez-vous choisi le titre de ce documentaire? Eh bien, Life is Beautiful, ça a toujours été mon slogan personnel, ma devise. En arabe, on le dit souvent, on se le dit pour se dire au revoir, la vie est belle, à demain. Et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, même à Gaza.
même avant que je ne quitte Gaza. C'est quelque chose qui faisait partie de moi. C'est aussi comme cela que je veux voir ma vie. Cela me permet de mieux comprendre ma vie, je pense, de me dire que la vie est belle. C'est peut-être un rêve et c'est de l'espoir aussi. Moi, ça vous souhaitiez réagir? Bon, oui, ici, on est là pour discuter, hein, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je voulais juste dire que Mohamed raconte son histoire, mais c'est une personne sur 2,5 millions. Et moi, lui, nous avons énormément de chance. Nous avons énormément de chance parce que nous avons les outils pour exprimer nos histoires, mais il y a des millions d'autres personnes qui n'ont pas cette chance, qui ne peuvent pas raconter leur propre histoire. Donc c'est à nous qu'il revient le rôle de partager leurs histoires avec le reste du monde. Oui, nous sommes ici, nous respirons la liberté ici et c'est la liberté que nous voulons voir se concrétiser. Tous les jours, nous nous réveillons et dans mon dernier film, Ambulance, j'avais dit que j'espérais que ce serait mon dernier film sur la guerre dans ma ville natale. Et franchement, c'est un échec parce que c'est pas la dernière guerre. Les guerres continuent. Et à la fin du film, je dis dans le film que ce que j'aimerais, c'est pouvoir me réveiller et voir un jour nouveau se lever sans avoir peur, sans être en panique. Et depuis, chaque jour, chaque jour se lève un jour nouveau avec sa dose de panique. Être ici, présent, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, moi, Mohamed, peut-être même Farah, mais nous aurions aimé être ici pour autre chose que pour une guerre. Je dis souvent que je parle de moi parce que je n'aime pas juger les autres et je ne veux pas prendre la parole à leur place. Les, les mots qu'on entend le plus souvent dans le film, deux mots, Rafah Crossing. Même moi, ce point de passage, bon, je ne raconte pas ma vie ici, mais après ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu à Gaza, ce que Gaza a traversé, nous avons tellement perdu, nous avons perdu tellement de nos vies, de notre vie privée. Ce n'est pas que mon problème ni celui de Mohamed, c'est un problème qui concerne l'ensemble de Gaza. Mais maintenant, vous êtes libre de voyager, de présenter votre film. Non, non, je ne suis pas libre. J'ai besoin de visa à chaque fois. En Europe, j'ai un permis de séjour. Par exemple, là, je suis invitée à Toronto, au Canada. La première fois que j'ai demandé à aller à Toronto pour ambulance, eh bien, j'ai essuyé un refus pour mon visa parce que j'étais à Londres et la personne qui a étudié mon dossier s'est dit que je n'allais probablement pas quitter le Canada. Donc, j'ai fait une demande en janvier. On m'attend en Nouvelle-Zélande, à Sydney, partout dans le monde. Et je ne peux pas passer mes journées à faire des demandes de visa tous les jours. Le mot visa, c'est un terme qui est devenu traumatique pour moi. Alors, j'ai mis ça dans le film pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Et je sais que d'autres rêvent d'opportunités, de voyager, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Beaucoup de gens s'emploient à rendre toutes ces procédures compliquées, difficiles. S'il y a un mur, si vous construisez un mur juste devant moi et si je ne suis pas d'accord que ce mur existe, eh bien moi je vais escalader le mur, je vais essayer de passer au travers. Mais c'est ce que nous essayons tous de faire. Nous essayons de surmonter les murs, les obstacles qui se présentent à nous.
Mohamed, est-ce que vous aviez pensé, vous auriez pensé un jour qu'on aurait pu vous considérer comme apatride? Bien non, non, ça m'a choqué, ça m'a choqué. D'ailleurs, c'est en Norvège que j'ai dû choisir apatride sur un formulaire. Mais dans le monde, il y a beaucoup de pays qui reconnaissent la Palestine, mais ceux qui ne reconnaissent pas la Palestine, ce sont généralement des pays occidentaux. Il n'y en a pas assez. Je crois en Europe, il y a la Suède, l'Espagne, peut-être l'Islande aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour être reconnus? Nous mourons chaque jour. Vous nous voyez à la télé. Motaz a filmé la réalité. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous montrer ce qu'on vit. Vous montrez votre film, effectivement. Mais quel rôle aimeriez-vous que votre film joue? Eh bien, ce film, il faut qu'il change les mentalités, qu'il ouvre les yeux des gens. Moi, je veux me sentir comme tout un chacun ici. Je veux me sentir normal. Je veux me réveiller le matin, voyager où je veux. Après, c'est une question de décision. Une fois que je serai libre, eh bien, je pourrai décider de rester à Gaza, partir, aller en Cisjordanie. Je suis jamais allée en Cisjordanie d'ailleurs, hein. Je suis connue en tant que réalisateur. Et s'il y a un festival de cinéma là-bas, eh bien, comment est-ce que je peux y aller? Je ne peux pas y aller. J'ai besoin d'un permis pour aller en Cisjordanie. Demain, c'est le Ramadan. On ne peut que prier pour que cela s'arrange. Grâce à ça, eh bien, grâce à Facebook, on a découvert qu'il y avait un endroit au Texas qui s'appelait Palestine. Palestine, Palestine, Texas. Non, non, nous, on vient de Palestine en Palestine. Et pour ce qui est de la Cisjordanie, moi, j'ai dû faire une demande d'autorisation pour aller en Cisjordanie, parce que je travaillais avec un producteur qui m'a demandé d'aller travailler avec les camps de réfugiés. Donc j'ai fait une demande et le lendemain, elle a été refusée pour des raisons de sécurité. Voilà, peut-être que maintenant, j'aurai jamais le droit d'aller en Cisjordanie. Donc c'est vraiment séparé. On ne peut pas aller de Cisjordanie à Gaza. Mais notre amie ici, Farhad Naplouse, je la rencontre ici, elle est palestinienne. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de l'autre côté de la Palestine. Et on se rencontre ici, en fait, dans la diaspora. On peut se rencontrer n'importe où dans le monde, mais pas en Palestine. Farhad ne peut pas venir à Gaza, nous ne pouvons pas aller à la Cisjordanie. Si vous avez peut-être un cancer, vous pouvez aller à Jérusalem et vous aurez la chance de mourir à Jérusalem, mais c'est tout. Personne qui est parti se faire soigner à Jérusalem n'en est revenu. Si vous avez plus de 70 ans, vous ne pouvez pas non plus bouger comme cela. Moi, je ne veux pas attendre d'avoir 60 ans, 70 ans pour pouvoir aller vaquer, aller où je veux. On a probablement l'air fatigué, on est fatigué, on est exténué et on souffre, mais on ne va jamais baisser les bras, vous savez, on va continuer à lutter jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Et outre les difficultés que vous avez documentées dans votre film, est-ce que vous avez rencontré d'autres obstacles pour produire votre film, pour le rendre public, sachant que la dernière guerre était déjà sortie, avait déjà commencé? Eh bien, je sais que nous sommes diffusés en ligne, mais en Norvège, et il y avait une personne dans une commission qui a mis 1 an
pour recevoir un refus, pour m'apporter un refus d'une demande que j'avais faite. Et le refus, c'était, eh bien, je suis trop proche de l'histoire, c'est-à-dire que je suis trop palestinien pour parler de la Palestine. Et je pense que Farah s'est retrouvée dans la même situation. Lorsque l'on fait un nouveau film, eh bien, évidemment, il faut énormément d'informations, il faut des informations financières, parce et bien sûr qu'il faut payer les gens quand on fait un film. Mais on nous demande trop de choses, hein, trop d'informations. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce que maintenant, j'ai fait mes preuves. Je peux raconter une histoire. J'ai pas besoin d'avoir un diplôme pour être réalisateur. Même si pendant 3 ans, eh bien, j'ai fait mon diplôme. Je suis en train de faire un master en beaux-arts. Et je le fais pour ma mère, hein. Je ne le fais pas pour moi-même parce que dans notre société, nous voulons rendre nos parents fiers. L'éducation, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et je veux que ma mère et mon père, paix à son âme, soient fiers de moi, qu'ils soient fiers de mon éducation. Je le fais même pas pour moi, vous savez. C'est quelque chose de social. C'est important pour nous. Et dans la société, plus on est instruit, meilleure est notre place, mieux on est reçu. Cela fait 2 ou 3 mois que vous présentez le film maintenant. Quel est le retour? Vous pouvez tout à fait vous tourner vers la salle et leur demander, hein. Merci. Farah, vous avez étudié la finance. Vous avez travaillé dans une banque d'investissement et ensuite vous avez lancé une entreprise qui s'intéresse aux enfants et ensuite en 2016 vous êtes devenue réalisatrice. Pourquoi? Eh bien, je suis d'origine palestinienne, mais je suis née, j'ai grandi, et j'ai fait mes études au Royaume-Uni à Londres. Quand j'étais enfant, je me suis rendue à plusieurs reprises en Palestine, puis pendant 25 ans, rien, après la première intifada. Et ensuite, je suis retournée en Palestine pour la première fois, alors que j'étais adulte, il y a une dizaine d'années. Et malgré le fait que je savais très bien ce qu'il s'y passait, c'était la première fois que j'ai pu voir de mes yeux la situation dans le pays. Et cela a été un choc pour moi. Une injustice immense. J'ai pu voir la discrimination, l'oppression. J'ai pu comprendre ce que cela signifiait que vivre dans un territoire occupé, colonisé, en y ajoutant une dose d'apartheid également. Et cela m'a frappé de comprendre à quel point l'oppression était brutale et systématique. Et moi, j'ai pratiqué l'écriture thérapeutique pendant plusieurs années et par la suite, j'ai voulu m'exprimer créativement et partager ce que j'ai vu. Et pour tout vous dire, sur le plan personnel, c'est une manière de gérer ma propre douleur. Ce processus créatif me permet de canaliser des émotions, faire face à ce que j'ai vu, aux injustices. Et il n'y a rien de plus cathartique ou plus spirituel que la création. Mais d'un point de vue plus macro, je me suis rendu compte que chaque colonisateur, tous les colonisateurs dans l'histoire, font tout pour tout d'abord déshumaniser la population qu'ils colonisent et ensuite les dépeindre comme des barbares. Et après cela, ils font comme s'ils n'avaient jamais existé. Et Israël ne fait pas exception à cela. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il était essentiel d'inverser cette déshumanisation. C'est essentiel parce que toutes les atrocités peuvent être menées contre cette population, exactement comme on le voit à Gaza,
grâce à cette déshumanisation. Et maintenant, des centaines de milliers de personnes peuvent être assassinées, mutilées, enterrées vivantes sous des gravats. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que par le biais de l'art, de ma propre expression créative, je pouvais raconter ces histoires de vie. Et en racontant ces histoires, je réhumanisais ces personnages. Et mes œuvres de fiction s'inspirent très très fortement de la réalité et des faits. Et lorsque l'on raconte l'histoire des gens, eh bien, on peut faire machine arrière sur cette déshumanisation. Je l'espère tout du moins. Voilà, ces deux niveaux qui me permettent de faire face à mon propre traumatisme. Nous ne parlons même pas de diaspora, nous sommes des Palestiniens en exil. Là, je ne parle pas en tant que Palestinienne, je parle en tant que être humain. Il faut être conscient de la déshumanisation du peuple palestinien. Vous avez fondé votre propre entreprise de production et en 2023, vous avez sorti le film The Teacher. C'est un film qui nous parle d'occupation militaire, de destruction de l'habitat, de la violence des occupants et des crimes restés impunis. Et vous montrez un peuple qui refuse de se mettre à genoux. À qui dédiez-vous ce film? Et à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Alors, je voudrais d'abord réagir. Pour moi, ce film ne porte pas du tout sur les choses que vous avez mentionnées. Alors, bon, je sais que certains d'entre vous vont le voir demain et d'autres le 16. Mais les éléments sociopolitiques que vous venez de citer, tout ce paysage sociopolitique est très présent dans l'histoire. Tout cela est essentiel, bien sûr, mais mon film raconte une histoire intime. C'est une histoire humaine avec des personnages. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les dynamiques interpersonnelles, les émotions, les choix, les décisions prises par les personnages. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la toile de fond. Le contexte nous sert, en tant que narrateur, nous sert à faire que l'audience comprenne mieux les personnages, que le public se projette. Bien sûr que j'étais obligée de présenter ce contexte parce que la plupart des gens, même si on leur raconte, ils ne peuvent pas visualiser ce que vivent les Palestiniens. Mais dans le cinéma, dans les films, on peut créer ce monde et c'est ça que j'ai fait. Pour moi, en tant que réalisatrice, mon film, il s'adresse à tout le monde. L'idée, c'est de faire en sorte que le public s'embarque dans un voyage émotionnel et qu'il vive les expériences des personnages et qu'il puisse se poser des questions, réfléchir aux décisions prises par les personnages et aux réalités qui les forcent à prendre de telles décisions. Israël se livre à un génocide à Gaza en ce moment et j'espère que le film permettra de mettre les choses en contexte parce qu'il y a des éléments que l'on ne retrouve pas dans le discours ambiant. Pour moi, vous me demandez à qui s'adresse le film, eh bien, moi j'espère, et je sais que les gens qui ont vu le film me disent, mais le monde entier doit voir ce film. Pas parce que c'est mon film, mais pour ce qu'il raconte, pour les expériences de vie qu'il raconte. C'est un film pour toutes et tous. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu votre film et il est incroyable. Vous avez filmé en Cisjordanie qui est occupée militairement. Comment pouvez-vous filmer dans de telles conditions? Alors, je vous dirais tout simplement que c'était l'expérience la plus difficile que j'ai jamais vécue. Alors, faire du cinéma indépendant, c'est très compliqué. Vous avez tous les éléments, les problèmes pratiques, financiers, logistiques, etc. Mais
En plus, comme vous l'avez dit, si vous avez une occupation militaire en même temps autour de vous, alors vous rajoutez encore bon nombre de problèmes. Alors oui, il y a les checkpoints militaires et ainsi de suite, et c'est frustrant, et vous perdez de l'argent et tout ça. Mais bon, ça, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Je savais que j'allais y être confrontée, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à la charge émotionnelle, mentale qu'il y a à créer un film dans un contexte extrêmement difficile, filmer cette réalité en étant sur place. Un exemple, c'est pendant qu'on filmait, on nous a informé que des Israéliens étaient arrivés dans le village de Berlin et ils avaient commencé à brûler les oliviers. The Teacher, c'est dans ce village et à un moment donné dans le film, on voit les oliviers qui brûlent, on voit la fumée. Un matin, à 5 heures du matin, je me rendais au travail et je suis passée à côté d'une famille, un couple avec leurs 6 enfants, et ils étaient devant leur maison qui venait d'être démolie. Donc on essaie de rendre justice à l'injustice qui se déroule devant vous. Ce n'est pas un film historique qui relate des faits d'il y a 100 ans, 200 ans. C'est en train d'arriver aujourd'hui. Ça fait des décennies que ça se passe, et ça se passe encore aujourd'hui alors qu'on fait le film. Bon, et je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais je vous en dirai bien plus demain pendant la séance questions-réponses. Vous avez aussi montré la douleur des parents d'un otage détenu par les Israéliens. C'est vraiment fou à quel point ça s'assimile à la situation actuelle. Pourquoi vous était-il si important de relater ce point? Vous venez de dévoiler quelque chose du film. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois fermement que si vous racontez une histoire et que vous voulez raconter la réalité, je ne ressens pas la nécessité ou le besoin de déshumaniser la douleur de quelqu'un d'autre. Dans cette histoire, il y a, oui, une histoire en parallèle dans laquelle il y a un père dont le fils a été pris en otage. Et oui, on peut voir des parallèles, il y a des points en commun, la douleur, la perte, et c'est proche de ce qu'on vit aujourd'hui avec environ 150 otages à Gaza et 7000 otages dans les prisons israéliennes. 150 de Gaza? Non, 150 à Gaza. Bon, je ne sais plus quel est le chiffre exact. Concentrez-vous. Donc, et 7000, d'ailleurs, je crois que c'est même 10 000 maintenant, ces derniers mois en Cisjordanie, les soldats israéliens sont en train d'en détenir encore plus. Non, avant Gaza, c'était à peu près 5500. Les Israéliens, je crois que c'est moins de 150, c'est peut-être 80. Certains ont été libérés, d'autres ont été tués. Donc,
il y en a moins de 100. Donc cette idée d'otage, bon, je ne suis pas prophète, je me suis fondée sur une autre histoire d'un otage israélien qui a été relâché contre un millier d'otages palestiniens. Quoi qu'il en soit, je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux pères, oui, sur le plan individuel, ce qui m'a paru intéressant, c'est que l'idée de perdre son enfant et de ne pas pouvoir trouver son enfant, c'est universel. Je ne dis pas que c'est seulement palestinien, mais je ne peux pas permettre aux Israéliens de dire que c'est une douleur uniquement israélienne. Donc ce parallèle est bel et bien là, ce parallèle entre les deux pères. Mais dans le film et dans la réalité, ils sont aussi opposés dans leur relation avec la justice. Et j'ai décidé d'intégrer cet aspect-là au film aussi. Merci de ce partage. Motaz, contrairement à Mohamed et Farah, qui travaillent depuis des années sur leur film, vous parlez de la guerre à Gaza depuis peu. Comment vous êtes-vous lancé? Alors, tout d'abord, je déteste être nommé journaliste de guerre. À l'époque, je publiais de très belles photos de Gaza. Si vous parcourez mon site, vous verrez que j'ai plein de photos de Gaza. J'en avais plein à l'époque. J'étais assez déprimée. Bon, si on avait le temps, je pourrais vous raconter plein de choses sur moi. Oui, on a un peu de temps. Alors, en 2020, je prenais des photos. Je prenais des photos pour les gens qui essayaient... je prenais des photos de gens qui essayaient de traverser le fleuve. Et pour moi... voilà, j'avais envie de montrer ces photos. Moi-même, je n'avais pas de passeport. Je n'avais jamais voyagé. Et je me suis dit, eh bien, un jour, je pourrais voyager. 2021, là aussi, je prenais des photos, de belles photos de Gaza, mais cette beauté de Gaza ne me permettait pas de gagner de l'argent. Ensuite, la guerre, on a fait un documentaire. J'ai fait un documentaire sur ce qui se passait à Gaza. On m'a payé. J'ai décidé d'économiser. J'ai pris mon appareil photo et je suis partie. Mais où? Du coup, je me suis dit, ben, je vais en Égypte. Je prends mon appareil photo. Et tous ceux qui savaient où j'allais me disaient, mais tu es complètement fou, ils vont te prendre ton appareil photo. Donc, je ne l'ai pas écouté. Je me suis dit, je prends mon appareil photo. Si je perds mon appareil photo, tant pis. Donc, je suis partie. J'ai essayé de passer le checkpoint et puis j'y suis restée 5 heures juste à cause de l'appareil photo. Pour finir, j'ai réussi à passer le checkpoint. Je suis arrivée en Égypte. J'adore l'Égypte. En parallèle, on m'a invitée en Italie. Une université en Italie, à Sienne, m'a invitée. Et je me suis dit, bon, bah, je vais demander le visa depuis l'Égypte.
Je suis allée faire la demande. C'était la première fois que je demandais un visa. Et puis, au bout du compte, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas demander le visa depuis l'Égypte parce que je n'avais pas de domicile en Égypte. Il fallait que je retourne à Gaza pour demander le visa. OK, mais la demande de visa doit être faite 21 jours maximum avant. On m'a expliqué qu'il fallait que la décision soit prise à Jérusalem. Donc, je me suis dit, bon, 21 jours, hein, je rentre à Gaza, je ferai ma demande dès que j'arrive et après, j'attends. C'était un visa de 5 jours que je voulais. C'est tout ce qu'on allait me donner. Bon. Pour moi, c'était super. C'était une opportunité extraordinaire. Donc, je suis rentrée à Gaza. Mais dans le désert, on nous a arrêtés pendant 3 jours. J'étais bloquée pendant 3 jours. J'ai dû attendre dans la voiture. Pour finir, je suis arrivée à Gaza. J'ai vu ma mère, je l'ai embrassée. Je suis partie direct demander le visa. J'ai vérifié ma demande un millier de fois. Je voulais être sûre de ne pas faire d'erreur. Et on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse la demande en ligne avant de me rendre sur place. Je leur ai dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas expliqué avant? Pendant 3 jours, j'ai essayé de faire la demande en ligne. Ça ne marchait pas. Puis finalement, ça a marché. Je me suis rendue sur place avec ma demande. On m'a demandé les empreintes digitales. Enfin, ça, c'était la personne devant moi. Il leur a donné son empreinte digitale. Ensuite, c'était à moi. Et quand c'était mon tour, on m'a fermé la porte au nez. On m'a dit non, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Eh bien, parce que l'appareil ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. L'appareil ne fonctionne pas. Vous devez attendre. J'ai attendu 3 heures. Et au bout de 3 heures, on m'a dit, vous devez partir, on va fermer. Et je leur ai dit, mais alors ma demande, eh ben non, il faudra attendre, on doit le faire réparer en Cisjordanie. Je leur ai dit, mais j'ai pas le temps. Et ils m'ont dit que, ben tant pis. OK, j'ai attendu 1 jour, 3 jours, 6, 7 jours. Ma mère prenait le téléphone, elle les insultait. 19 jours. 19 jours, pendant 19 jours, l'appareil ne fonctionnait pas. Donc, en fait, j'ai pas pu profiter de l'invitation en Italie. Mais vous savez pourquoi l'appareil ne fonctionne pas? Juste pour vous expliquer. Il y a un si grand nombre de choses qui ont été interdites avant octobre. La frontière israélienne, c'est la frontière où on a tous les appareils électroniques, où tout doit être mesuré. C'est pas comme la frontière égyptienne. En 2023, après le décès de ma mère, j'étais sur place. Je voulais acheter un disque dur de 5 Tera, mais il n'y en a pas. C'est 1, 2 maximum. Juste pour vous donner une idée de la situation sur place, ici, vous pouvez en acheter 100, tout le monde s'en fiche. Oui, j'ai réussi à en acheter. J'ai dû payer plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ici, vous payez 100 $. Il y a un tel nombre d'histoires à vous raconter, et de mensonges qui existent. Les gens ratent plein d'occasions à cause de la situation aux frontières. Et puis, il n'y a absolument pas de consulat à Gaza.
Lorsque j'ai obtenu le premier visa pour me rendre en Norvège, je l'ai eu par le biais du programme des Nations Unies. Mais un an plus tard, le bureau a déménagé en Cisjordanie. Et après ça, c'est parti en Jordanie. Donc, si depuis Gaza, je veux me rendre en Norvège, je dois faire la demande en Jordanie. Bon, de toute façon, maintenant, les visas, on oublie. Vous savez ce qui est drôle? C'est qu'ils ont fait l'événement, ils ont organisé l'événement et ils m'ont dit qu'ils allaient m'inclure à distance. Et en fait, Internet ce jour-là ne fonctionnait pas. Donc voilà. Donc tous ces projets, cette exposition en Italie, ça ne s'est jamais concrétisé. Et aujourd'hui, vous avez des millions de followers en ligne. C'était comment pour vous ce succès? Comment expliquez-vous que vous ayez autant de followers aujourd'hui? Eh bien, sachez que ce n'est pas la première fois que je couvre ces événements. Si vous allez sur mon profil Instagram, vous en rendrez compte. Ben, moi, j'ai essayé, mais j'ai pas eu 20 millions. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. J'ai eu une conversation hier. Il y a beaucoup de journalistes à Gaza et je leur tire mon chapeau, vivants et morts. Nous savons qu'environ 150 journalistes sont morts. Mais il faut dire que ici, nous avons un artiste. Il prend des photos. C'était une passion, mais avant tout cela, on voit le carnage, la mort, la destruction sur plein de médias, par plein de journalistes, de nouveaux journalistes. Mais il y a quelque chose d'indescriptible, de subtil, qui est dû au fait qu'il est artiste. Malgré le fait que c'est la mort, la destruction et toutes ces choses affreuses, il y a l'émotion dans ces photos. Et je crois que c'est en partie... c'est une des raisons pour laquelle son travail a rencontré un tel succès. Merci, merci de ces belles paroles. Moi, je veux qu'on me connaisse pour mon art. Je prenais de belles photos à Gaza. J'ai vu la mort en face à 3 reprises. Ils m'ont tiré dessus, mais j'étais toujours intimement convaincue que j'allais survivre. Même avant la guerre, je savais que nos vies n'étaient pas les plus belles vies, les meilleures vies qui soient. Mais je me disais, mais arrête de réfléchir à ça. Tu perds ton temps, tu ne fais que réfléchir et tu ne fais rien. Il faut vivre et je n'existe pas seulement depuis le 7 octobre. J'existais déjà avant le 7 octobre. La guerre ne m'a pas faite. Oui, je suis une bonne personne, je fais de belles photos, j'essaie de construire un bel avenir. Mais bon, voilà, jusqu'à présent, je n'étais pas célèbre. Mais je ne voulais pas devenir célèbre à cause de ça.
parce que j'ai pas envie qu'on se dise que je suis devenue célèbre grâce à la guerre, hein. Surtout que j'ai perdu une trentaine d'amis, 26 membres de ma famille. Tous les jours, il y a des gens qui meurent, hein. Pardon, j'ai mon cerveau qui fonctionne plus, mais j'aurais envie de citer tous leurs noms. Là, depuis que je vous parle, depuis que je parle au micro, il y a des gens qui meurent, hein. Il y a des gens qui sont morts déjà. Bon, je prends des photos, je montre la guerre. Qu'est-ce que je peux montrer de plus? Pourquoi la guerre n'avance pas? Moi, je veux pas vos likes. Je veux bien plus que ça. Mais vos photos, elles poussent les gens à l'action. Et je comprends complètement que vous ne vouliez pas être connu pour ces photos de la guerre. Ça, je le comprends complètement. Mais sachez que ce n'est pas qu'une question de likes. Les gens descendent dans la rue, ils agissent, ils se mobilisent. Et sachez aussi, bien sûr, il y a des centaines de raisons pour lesquelles nous vous connaîtrons. Et tout cela est entre nous et Dieu, et le divin. Mais il y a de l'art dans votre travail. Bien oui, mais moi, je n'étais pas photojournaliste. Je faisais des photos pour certaines agences photo avant, mais en 2024, une photo, eh bien, on sort son appareil photo et puis clic-clac, on prend la photo. Mais non, moi, je peux pas faire ça. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps, de composer la photo. Je peux pas faire ça dans le chaos. Mais maintenant, bon, on n'a pas le choix. Il faut être rapide. J'ai raté plein de photos parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est l'humain. C'est la personne que je prends en photo. Et j'ai été aussi secouriste. J'ai participé aux efforts de secours. Vous savez, si je peux sauver la vie de quelqu'un, c'est quand même plus important. Bien sûr, je suis photographe et c'est important les photos, mais la vie des gens est plus importante. Et dans ce génocide, depuis le premier jour, bon, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas pu parler. Parce que pour moi, j'ai besoin de créer une distance entre moi et les gens pour me proposer. Parce qu'il y a des gens qui vont me juger parce que j'ai survécu. Si je parle arabe, certains se disent que je suis un espion israélien. Ah, d'accord. Bon, ça me blesse, hein, je dois vous dire. J'ai des amis qui me disent, mais ne lis pas les commentaires négatifs. Très bien, il y a des millions qui me soutiennent, mais il y a quand même des gens qui me jugent parce que j'ai survécu. Moi, j'ai pas choisi tout ça. J'ai jamais demandé à personne de me suivre. Ne me suivez pas si je vous plais pas. Moi, ça m'est égal. Lorsque je m'exprime en arabe, il y a des gens qui me disent t'es peut-être un espion, c'est bizarre que tu sois encore en vie. Et quand je parle en anglais, on me dit que je suis un héros. Si je parle en arabe, on me dit que je suis du Hamas. On me demande pour qui je travaille, finalement, alors que je suis indépendant. Et depuis le 7 octobre, je n'ai jamais exprimé mon opinion. Je suis là avec mon téléphone, mon appareil photo. Alors, mon appareil photo, ça me ralentit, donc j'ai beaucoup utilisé le téléphone et j'ai simplement montré ce que je voyais, j'avais sous les yeux. C'est comme si vous étiez dans mon cerveau et que vous pouviez voir avec mes yeux. Et en aucun cas, je n'ai exprimé mon opinion parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment que les gens voient et qu'ils voient des êtres humains. Je ne suis pas revancharde, je voulais pas présenter les choses avec une mentalité revancharde. Je voulais simplement montrer au monde ce que nous vivions. Moi, ma confiance, ma foi en l'humanité a volé en éclats. Chaque humain doit avoir le droit de survivre et de vivre une vie normale. Nous avons tous le droit de vivre
normalement, comme tout le monde. Et aujourd'hui, pour nous, dans nos vies, eh bien, la vie elle-même fait défaut. C'est pas une question. Si vous me demandez à moi ou à mes amis comment je vais, mais je sais même pas comment répondre. Mais comment est-ce que je peux vous répondre? Vous me demandez comment je vais, mais qu'est-ce que je peux vous répondre? Je n'ai pas les mots. Alors bien sûr, je comprends que vous me posiez la question. Bien sûr, les gens se préoccupent pour nous. Qu'est-ce que je peux répondre? Non, je vais bien, ça va, merci. Mais je peux pas vous raconter tout ce qui se passe dans ma tête. Moi, nous vivons un génocide en direct. Et tout ce que vous ressentez est tout à fait légitime, compréhensible, attendu. Et nous prenons feu chaque minute. Vous l'avez vécu. Et je voulais aussi ajouter qu'il est plus important que jamais de parler. Lorsque vous étiez à Gaza, vous avez fait passer un message important, mais maintenant que vous êtes sorti de Gaza, vous avez des choses encore plus importantes à dire. Mais n'oubliez pas que vous avez le droit de respirer aussi. C'est important de pouvoir respirer. Après ces 5 mois, on ne ressent plus rien. Tous les jours, des mauvaises nouvelles, des nouvelles terribles, chaque heure, chaque seconde. Et dans l'heure qui vient, dans la seconde qui vient, on peut apprendre que quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on connaît est mort. Oui, mais depuis que je suis sortie de Gaza, je n'ai pas eu un moment de pause. J'ai peut-être j'ai dormi pendant 2 jours. J'étais tellement épuisée. Il y a de la nourriture. Je n'arrive même pas à manger. J'arrive pas à manger. On me dit que on se dit que peut-être je n'ai pas, j'ai un problème avec la nourriture. Je peux pas la manger, mais en fait c'est simplement ça me donne envie de vomir. J'ai la nausée. Parfois j'ai envie de me battre. En fait, tu veux te battre avec moi si tu veux. Mais j'ai plus envie de rien. Mais est-ce que vous ressentez l'impact de votre travail? Ça, c'est une question que je pose à vous trois. Bien oui, je le ressens d'une certaine manière, mais moi, je ne suis qu'un outil pour mon pays. Je veux montrer ce qui se passe pour que vous puissiez agir. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Le jour où je suis arrivée ici, je suis arrivée à 6 heures du matin. À 8 heures, j'étais à Paris. Et pendant 4 ans, j'ai demandé à entrer en école d'art à Paris. Eh bien, on m'a refusé. On m'a refusé l'entrée. Moi, je suis allée en Cisjordanie pour faire les demandes de visa. Et depuis que je suis arrivée, je vais ici, je vais là. Ça n'a rien de spécial, hein. Voilà, j'étais à Paris. C'est un peu comme une revanche pour moi. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont reconnu. Et je suis désolée de dire ça, je ne juge personne. Mais je veux juste vous dire la réalité que je vis. Quelqu'un m'a dit « Ah, Motaz, est-ce que tu veux de la weed ?» Et je dis « Non. » Et elle me dit « Ah bon, Dieu te bénisse. » Mais qu'est-ce qu'ils veulent que je leur dise finalement? À Gaza,
On avait des attentes très élevées. On se disait, voilà, on est tous dans la même lutte. Et maintenant, on nous dit, non, on ne peut même pas vous apporter de l'eau parce que Israël nous en empêche. Et toutes ces attentes qu'on a sont un problème pour nous parce qu'on s'attend à ce que les gens nous aident, mais finalement, quand on a des problèmes, eh bien, ils ne nous aident pas. Les gens, ils vont pas changer leur vie pour vous aider. Vous êtes seuls. Farah, vous nous parliez des histoires de votre film et de l'objectif que vous avez de changer le discours ambiant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé le discours ambiant? Est-ce que vous avez changé l'opinion publique grâce à votre film? Eh bien, ça fait à peu près 8 ans que je fais des films. Je n'ai pas commencé à faire des films le 7 octobre. Donc, je ne vais pas juger mon travail simplement à l'aune de ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, eh bien, c'est grâce à toi que j'ai lancé mon groupe de solidarité avec la Palestine, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Des gens qui viennent me dire, avant de voir tes films, je ne savais pas vraiment ce qui se passait, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Je ne suis pas seule, hein. Je ne suis pas Mère Teresa en train de changer le monde. Je ne peux pas... Je peux pas changer le monde, mais je peux lancer un caillou dans la mare et espérons que cela fasse bouger les choses. Ces 4 dernières années, j'ai beaucoup travaillé pour le film The Teacher et j'avais peur que ce soit un projet mort-né. Le directeur de la CIA, John Brennan, lorsqu'il a vu le film The Present sur Netflix, je crois que c'est là qu'il a vu ce film, et il s'est senti obligé d'écrire un éditorial dans le New York Times dans lequel il expliquait qu'il était temps qu'on se rende compte que les jeunes palestiniens voulaient être libres. Et après, il a été interviewé par Christiane Amanpour et il parlait de la Chine et de plein de choses. Et elle lui a demandé pourquoi il s'est senti obligé d'écrire une chronique dans le New York Times. Et cette même semaine, Human Rights Watch et Amnesty International, qui sont les organisations de droits humains les plus crédibles de la planète, avaient produit des rapports sur des choses qu'on savait déjà, hein, nous disant que Israël était un État d'apartheid. Et je me disais, mais c'est incroyable que lui fasse référence à mon film et à mon personnage de fiction, Yasmine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la fiction, le film, ce soit un point d'entrée. Et ce film, par exemple, a été présenté au Parlement, au Royaume-Uni et au Congrès aux États-Unis. Ce n'est pas juste mon film, c'est un écosystème, c'est un collectif. On travaillait avec des ONG, avec BDS, avec les réalisateurs, avec les gens qui participent au film, la musique, etc. Donc, pour moi, je pense que tout ça, ça va dans la bonne direction. Et notre travail, à nous tous, quoi qu'on fasse, change les choses. Et c'est bien pour cela qu'au niveau de la population dans le monde, on voit que la très, très grande majorité des gens sont révoltés, parce que c'est révoltant. Donc il faut qu'on continue à raconter nos histoires, il faut qu'on continue à aller de l'avant et c'est pour ça que je me tourne vers toi, Motaz, encore une fois, pour te dire mais c'est horrible et c'est parce que c'est horrible que tu es là. Mais crois-moi, lorsque je suis à Londres et lorsque je suis entourée de 700 000 personnes dans la rue, qui descendent dans la rue, le travail que tu fais, eh bien, ça leur a montré, parce que les journalistes n'ont pas le droit d'entrer à Gaza. Donc, sache que c'est important. Tout ça est important. Cela nous a permis de voir ce qui se passe. Nous voyons la famine délibérée. Nous voyons les choses. Et il y a des fissures dans l'édifice. Cela va finir par s'effondrer. Cela va finir par s'effondrer.
Merci, c'est une belle conclusion. Mais oui, nous ne serions pas ici aujourd'hui avec les pressions qu'on voit, en particulier aux États-Unis, sans que des gens comme toi, Motaz, n'aient montré au monde ce qui se produit. Mais c'est depuis 48 que le monde attend que Motaz soit là pour montrer les photos. Non, mais tu n'es pas seul, Motaz. Tout le poids du monde n'est pas sur toi. Il y a d'autres gens qui font ce que tu fais et c'est pour ça que tu as le droit de respirer de temps en temps aussi. Et je sais ce que tu ressens parce que moi, j'ai été dans cette même situation et les gens me disent oh, mais ton film il est très important, il est vraiment tellement important. Mais non, c'est pas juste moi, c'est un collectif. Mais c'est pas comme si j'étais journaliste ou photographe. Les gens me demandent d'apporter à manger à Gaza, de mettre un terme à la guerre. Mais oui, j'ai des millions de followers, mais j'ai pas des millions de dollars. Merci à vous trois d'avoir partagé vos expériences de vie avec nous. Nous allons à présent donner la parole à la salle si vous avez des questions. Il y en a beaucoup. Ah, vous êtes nombreux, dites donc. Oh, une question là-bas, juste devant moi. Merci. Non, en fait, c'est pas une question. Je voulais simplement vous remercier tous les trois de tout ce que vous faites à votre façon et dire quelque chose. Enfin, j'espère que ce sera une sorte d'encouragement pour Motaz, surtout parce que bon, mon cousin me l'a dit l'autre jour. Moi aussi, j'ai l'impression, comme plein d'autres gens, que ce qu'on fait ne sert à rien. C'est une goutte dans l'océan. C'est une goutte dans l'océan parce qu'il y a une conséquence, mais ça ne suffit pas. Et parfois, on se sent complètement désespéré. Mon cousin, aujourd'hui, m'a dit, il est scientifique, il m'a dit, mais la direction est bien plus importante que la vitesse. C'est la direction qui importe. Et au bout du compte, on y arrive. Donc, il faut s'armer de patience et de conviction que tout ce qu'on fait à sa façon, que ce soit un post sur Instagram, un partage d'expérience ou même simplement dire, Motaz, que ce que j'ai vécu, c'est tellement fort, tellement horrible que je ne peux pas en parler parce que sinon je vais m'effondrer. Tout ce qu'on fait change les choses et il ne faut pas qu'on baisse les bras. I would also like to start by saying Permettez-moi aussi de vous dire merci. Merci de votre courage. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi vous dire, Motaz. Je vous suis depuis longtemps. Je vais donc poser ma question. Je travaille avec des étudiants, avec des jeunes, beaucoup de jeunes, aux quatre coins du monde. Ici à Genève, je travaille sur le changement social, la diversité, l'inclusion. J'ai actuellement beaucoup d'étudiants, d'élèves jeunes, des jeunes qui prennent conscience du monde qui les entoure, de la réalité, grâce aux médias sociaux, grâce à des gens comme vous. Ils prennent conscience de ce qui se passe et donc avec ce qu'ils voient vient la déception vis-à-vis des adultes qui les entourent, les institutions qui les représentent. Ma question est donc une question lourde et large. Est-ce que vous avez un message pour mes élèves à moi, les élèves quatre coins du monde qui veulent un futur meilleur, un avenir meilleur pour les Palestiniens, mais aussi pour tous les autres peuples qui vivent dans l'oppression.
Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous donner des conseils, mais merci de votre question. Alors, mettons de côté Gaza, mais ce que je dirais à vos élèves, en me fondant sur ma propre expérience, c'est n'attendez jamais un coup de chance. Croyez-moi. Malgré tout ça, j'ai pu faire quelque chose et je me dois un certain respect aussi. Donc, jamais, au grand jamais, et s'il vous plaît, faites-moi confiance, n'attendez jamais un coup de chance. Foncez. J'ai pas envie de vous dire, je vous le jure, j'ai pas envie que les gens disent... moi, il faut que je me respecte. Je représente quelque chose pour les gens désormais et je dois donc agir correctement. Avant tout ça, j'étais désespérée. Je cherchais un emploi, je cherchais des opportunités. J'écoutais sans cesse Hall of Fame. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais ça fait 7 ans. Enfin, ça faisait 7 ans que j'écoutais cette même chanson quand je me rendais à l'école et à l'Uni. J'étais assis au café, j'écoutais en boucle la même chanson. Mon avenir était flou, je n'y voyais pas clair. Les choses ont changé du jour au lendemain, mais n'attendez pas un coup de chance. Il faut que chaque être humain soit fidèle à lui-même. Si vous l'êtes, eh bien, vous serez sur le bon chemin. Le contraire vous détruira. Mis à part ça, eh bien, vous pouvez peut-être leur conseiller d'aller sur Google, mais moi, ce que j'ai fait, c'était prendre des images de ce qui se passait sur le terrain. Et les gens n'attendaient que ça. Les gens étaient aveugles. Go back to in time. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas plus remonter dans le temps. Donc, il faut agir. Je sais que chacun fait de son mieux. Et tant que vous faites de votre mieux, eh bien, merci d'être vous-même. C'est tout. There's no men here. There's no males. Yeah, I'm sorry. Il n'y a aucun homme qui a envie de poser une question? Merci à tous les trois de votre travail, de votre présence ici ce soir. J'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous pensez que les preneurs de décision permettront à votre génération ou aux générations suivantes, est-ce que vous pensez qu'ils auront le droit de construire un État en Palestine, en Israël, un État fédéré, comme en Suisse, où les Juifs, les musulmans pourront vivre ensemble? Qui veut commencer? Eh bien, vous pouvez répondre rapidement, mais le but de la discussion n'est pas de parler de politique, mais plutôt de votre travail. Je crois que c'est une plateforme idoine. Je pense que c'est nous qui décidons. Nous devons décider en premier lieu. Ce n'est pas eux, ils, elles, eux. Non, c'est nous. C'est nous qui pouvons
gérer ça. Mais d'abord, il faut mettre un terme à ce putain de génocide qui nous rend la vie impossible. Avant 1948, il y avait une Palestine avec les Juifs, les musulmans et d'autres religions encore. Les gens vivaient dans une situation de paix. C'était une promesse qui leur a été faite après Hitler. Mais le problème jusqu'à présent, la solution à deux États, n'est pas acceptée par Israël. Donc, comment gérer la situation? Et puis, vous imaginez la Suisse, les gens venaient d'ici, sont venus d'Europe et d'ailleurs. Mais comment parler d'État? Il n'y a pas de frontières claires. On ne peut pas parler d'État. Moi, aujourd'hui, je suis apatride du Texas. Thank you very much. My name is Christine Hausel and I'm representing... Christine Oslo, je représente une ONG, Local Community Prosperity Alliance, qui travaille sur les collectivités locales. Je me félicite de votre travail et je remercie les organisateurs du festival de nous avoir permis d'avoir cette discussion. Je viens d'apprendre l'existence d'une plateforme qui s'appelle ShareDoc et Life is Beautiful et est présente. Cette plateforme travaille sur l'impact. Il est important que ce festival apprenne comment créer un impact plus important. Et je pense que j'ai trouvé un outil qui pourrait être très utile pour le festival. Je vais laisser des flyers devant la porte. Il y a le site Internet imprimé dessus. C'est aux détenteurs du projet de voir comment nous pouvons contribuer. Bon, c'est tout nouveau, je viens de le découvrir, donc travaillons ensemble là-dessus. Remember me. Cécilia, je suis là. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis juste là. Oui, je voulais ajouter quelque chose au sujet des jeunes et des étudiants. Et cela rejoint la question de la solution à un État ou à deux États. Je pense qu'il est essentiel, alors je ne sais pas à quel âge ont vos étudiants, mais je pense que c'est essentiel d'apprendre aux jeunes à être actifs, à s'impliquer. Nos démocraties dans le monde sont en échec et c'est à nous, les gens du terrain, le peuple, de faire que les démocraties fonctionnent de la manière dont elles doivent fonctionner. Et ça, c'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. On peut pas juste rester assis à rien faire et s'attendre à ce que les choses changent. Il faut encourager les jeunes, la jeunesse de demain à s'emparer de ces questions et être active. Alors pour ce qui est de la question de la solution à un État et à deux États, la situation de facto, c'est une situation d'un État unique, un État d'apartheid. La solution à deux États, c'est une belle solution, mais pendant des décennies, Israël a insisté pour poursuivre son entreprise de colonisation partout en Cisjordanie, avec 17 ans de blocus sur Gaza. Donc la situation sur le terrain, c'est des centaines de milliers de colons israéliens illégalement en Cisjordanie.
Là, je parle de la Cisjordanie, je ne parle pas des territoires qui sont devenus illégalement israéliens en 1948. Donc on est de facto dans un état d'apartheid, un état unique. Mais il est essentiel de faire marcher la démocratie aux États-Unis, en Europe, partout, et dire qu'il s'agit d'un état d'apartheid et de démanteler tout cela. Il faut dire qu'un génocide est en cours et que l'État doit apporter liberté, démocratie pour tous ses citoyens, quels qu'ils soient. Et ça, ce ne sera pas possible sans démanteler les colonies illégales, les 600 000 colons en Cisjordanie. Nous avons du temps pour une toute dernière question. Merci. Merci d'être là. Merci à vous trois. Nous sommes au 155e jour de ce génocide. Motaz, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas ce qu'il nous reste à dire. Mais puisque nous sommes en Suisse, sache qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Suisse. Qu'est-ce que tu attends du gouvernement suisse? Qu'est-ce que vous pouvez nous envoyer des chocolats? Non, je sais pas. Ça nous manque non, vraiment, ça nous manque beaucoup. Au moins, c'est la moindre des choses quand même, non? D'envoyer du chocolat. On est ici à Genève. C'est la ville-mère de toutes les ONG de l'ONU. Je sais pas, mais il faudrait qu'ils fassent leur travail, non? Qu'ils fassent leur travail, c'est ça que je veux qu'ils fassent. Une toute dernière question. Merci. Merci Mohamed, Motaz et Farah d'être ici aujourd'hui. C'est pas une question, c'est un merci. Vous étiez là et vous avez fait ce que l'Occident ne pouvait pas faire. Vous savez, ils nous parlent de droits humains et de tout ça, mais jour après jour, ils manquent à leur devoir. Ils ne montrent pas la réalité de ce qui se passe en Palestine. Et vous avez été là pour montrer à nous tous, à la réalité de tous les Palestiniens. On parle de la seule démocratie dans le Moyen-Orient et les médias occidentaux continuent de ne pas nous montrer la réalité, la vérité. Donc vraiment, on doit saluer ce que vous faites parce que vous ne glorifiez pas la souffrance, mais ce que vous faites avec ce que vous racontez, eh bien, c'est que vous montrez au monde ce qu'on vit. Merci. Merci. Merci d'exprimer ça avec autant d'émotion. Merci. Mais pour moi, c'est un peu différent parce que les médias occidentaux étaient pro-israéliens. Mais finalement, on leur a botté les fesses, je crois, les médias. Bon, ils ont continué à faire leur travail. Ils sont très pro-israéliens, mais qu'est-ce que ça a donné finalement? Bon, il y a des gens qui sont pro-Israël. Et s'ils continuent à être pro-israéliens, ils se rendent compte qu'ils perdent de l'audience, ils perdent des parts d'audience. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident d'être dans les deux camps à la fois. Alors, les médias ont besoin d'audience, alors du coup, ils m'interviewent. Et puis après, ils peuvent dire « Oh non, mais nous sommes neutres, nous montrons les deux camps ». Mais finalement, les médias ne veulent pas entendre ce qu'on a à dire. Ils choisissent ce qu'ils veulent entendre, ils ne veulent pas voir la réalité. Ils sont paresseux, les médias, vous savez.
Et les gens qui regardent les médias, finalement, ils veulent même pas changer de chaîne. Ils choisissent leur chaîne, ils choisissent ce qu'on va leur montrer, et voilà. Mais cette fois-ci, les choses ont été un peu différentes. Puisqu'ici, on est en Occident, et c'est un média occidental. Je vous dis ça avec beaucoup de respect. Hein. Je respecte ce pays. J'espère que vous vivrez en paix pour toujours. Mais les choses changent. Mais ce que je peux vous dire, il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter le géonisme. Vous l'avez vu en HD. Vous le voyez en HD, en live. Quelqu'un qui vous montre avec son cœur ce génocide. De quoi est-ce que vous avez besoin de plus? Merci. Bon, une toute dernière question alors. I just want to widen a little bit what you have said, and what you have said is so important. But Ce que vous venez de dire est extrêmement important. Mais on a besoin du regard palestinien, des réalisateurs palestiniens pour comprendre ce qui se passe en Palestine au quotidien, pas pendant la guerre en ce moment, mais avant aussi. Parce qu'il y a des gens, vous savez, les Palestiniens, ils existent. Même si les Israéliens disent qu'ils n'existent pas, ils existent. Ils ont une culture, ils ont une manière de vivre, ils ont une cuisine, ils ont une vie quotidienne qu'on peut découvrir par le biais de votre regard en tant que réalisateur palestinien. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, parce que si on attend que les médias nous montrent ce qui se passe en Palestine, ben, je peux vous dire qu'on peut attendre longtemps. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de votre regard sur votre pays pour comprendre ce qu'il s'y passe et pour comprendre la réalité des Palestiniens au quotidien, et pas seulement en période de guerre, parce que bien sûr les gens veulent savoir ce qui se passe parce qu'il y a une guerre en cours, mais la Palestine existe même quand il n'y a pas la guerre. Donc merci. Merci pour votre travail, à vous trois. Merci. Il y a un festival à Genève, un festival de films palestiniens. Allez, juste donnez-nous les visas et on sera là. Free us from the visa. Don't give us the visa. Free us from the... Donnez-nous les visas, c'est exemptez-nous de visas. Le débat est terminé maintenant, mais le festival veut prendre une photo. Bon, on peut faire un selfie alors.